malheureusement on est déjà en retard. Donc à ma gauche, on a ici Xavier Mauméjean, que vous connaissez tous, qui est un écrivain français de science-fiction, et de beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas en dire plus maintenant. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve à 17h pour un entretien un peu plus détaillé. Je vais peut-être simplement dire que Xavier, dans le civil, est professeur de philosophie, donc il a une formation en philosophie, une formation un peu en théologie aussi, je crois. Notre autre participant est Andreas Esbach, pardon. Bon, je m'étais déjà excusé pour la qualité de mon allemand. Andreas, bien sûr, est un écrivain. Là encore, vous connaissez tous des milliards de papiers de cheveux et toutes ses œuvres depuis. C'est un habitué des Utopiales. J'ai cru lire sur ta biographie que tu avais une formation initiale en ingénierie, en aérodynamique en particulier. Moi-même, je suis Eric Pichol, je suis physicien et spécialiste des lasers. Pourquoi je vous précise tout ça? C'est essentiellement pour vous dire tout ce dont on ne parlera pas. Cette question, faut-il donner des droits aux lasers, faut-il donner des droits aux robots, pardon, à plusieurs lectures possibles. Une lecture, ce serait évidemment une lecture technique, consisterait à faire le point sur la robotique aujourd'hui et se demander où on en est et à quel terme on peut espérer avoir des robots intelligents et ce genre de choses. Il est clair qu'aucun d'entre nous n'a ces compétences. Johan, qui va nous rejoindre dans un instant, j'espère, est aussi un illustrateur de bande dessinée bien connu, a une formation de graphiste et aux Beaux-Arts. Donc il n'y a pas d'électronicien, il n'y a pas de roboticien parmi nous, il n'y a pas de spécialiste des systèmes. Donc on ne va même pas faire semblant d'entrer dans la technique. Donc on peut essayer de parler plutôt des choses sur lesquelles on peut espérer apporter quelque chose. Et en particulier, ce qu'on a ici, fondamentalement, ce sont des créateurs, ce sont des auteurs. Donc l'autre question sur laquelle il me semble qu'on peut espérer apporter quelque chose, c'est fondamentalement à partir de quel moment faudra-t-il se poser la question d'accorder des droits aux robots, ou le cas échéant, quels droits? Est-ce qu'il y a des différences entre les droits de l'homme et les droits des robots? Et j'aimerais lancer nos intervenants sur une première question. D'abord, est-ce que le terme de robot est bien choisi dans ce contexte? Quand on parle de robot, le robot est souvent défini par sa fonction. Le terme de robot, tel qu'il a été conçu par Karel Čapek, qui était forgé sur le mot tchèque, je crois, qui signifiait travailleur. Donc le robot, c'est un travail pénible, me précise Xavier. Tu as un micro. Le robot donc serait défini par sa fonction de travail. On parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Dans ce cas-là, une intelligence artificielle est définie par ses capacités cognitives, éventuellement par son statut épistémologique ou son rapport à la connaissance. On peut parler d'Android. Dans ce cas-là, c'est la forme qui compte. Un Android, c'est essentiellement un robot, quelque chose qui ressemble, qui n'a pas forcément une fonction de travail pénible, mais qui a une forme humaine. Donc, Xavier, est-ce que tu veux nous dire un mot de quoi tu as envie de nous parler? Est-ce que tu as envie de parler des droits des androïdes, des robots, des intelligences artificielles, ou est-ce que tout ça c'est la même chose? Moi, ce qui me semble problématique et intéressant, c'est plutôt le terme de droit. Bon, pour faire simple, même si c'est amendable, j'entendrais par robot un agent artificiel conçu par l'homme destiné à améliorer son existence. C'est rapide, hein. C'est surtout pour faire arriver la notion de droit. Pour la notion de droit, il me semble que la réponse est simple. Oui, le robot est donc peut-être pas un sujet de droit, mais un objet de droit. Mais au sens où, par exemple, John Stuart Mill, qui a pensé l'utilitarisme, le définit. On peut distinguer deux types de définition du droit. Droit 2, droit A en français. Par droit 2, on entend une possibilité qui n'est garantie par aucune instance juridique. Par exemple, je joue à la loterie, j'ai le droit de gagner. Si je ne gagne pas, je ne peux pas me retourner contre la loterie. Droit A, par contre, désigne un droit authentique, un droit véritable qui est garanti par une instance juridique. Si par exemple je travaille, j'ai droit à un salaire. Bon. Donc, par rapport aux robots, je pense qu'ils sont déjà des sujets de droit 2, c'est-à-dire des sujets de simple possibilité qui ne sont pas spécialement couverts par une instance juridique. Maintenant, l'autre problème, c'est que tout en étant des sujets de droit 2, est-ce qu'ils ont à avoir des droits? Alors, j'espère que c'est pas filmé parce que
Peut-être que dans 50 ans, je passerai pour un abominable ségrégationniste, comme l'ont été les sudistes en Alabama en 1860, mais il me semble que les robots ne sont pas des sujets de droit A, et qu'ils ne le seront pas tant qu'ils n'auront pas fait la démonstration qu'ils sont capables de finalités internes, c'est-à-dire de buts qui les concernent eux-mêmes. Pour l'instant, je parle un petit peu, mais j'aurais tout dit, comme ça après je laisserai tranquille. Un robot, c'est essentiellement tourné vers une finalité externe. Une montre, aussi élaborée soit-elle, sert à l'être humain. Un robot ne peut pas se réparer lui-même, même si on peut enchaîner des robots se réparant, il y a un moment comme origine, comme source, l'être humain. Et donc, ce qui me paraît définir la notion de robot au sens général, c'est l'absence de but. Dès lors, si le robot n'a pas de but propre, s'il n'a pas de but interne, je ne vois pas pourquoi il serait un sujet de droit A, c'est-à-dire protégé ou réclamant une instance juridique. Bon, Andreas, qu'en penses-tu? Est-ce qu'on peut imaginer des robots qui auraient un but interne, d'autres objets qui auraient un droit A? Moi, je trouve la question plus intéressante que toutes les réponses qu'on peut donner, parce que pourquoi nous posons cette question pour des robots et pas pour nos automobiles, les droits de nos téléphones, les droits de notre toilette. Et c'est à cause de ça que j'ai réfléchi. Cette question montre que nous pensons le robot une sorte de pré-humaine. Nous sommes la question montre que nous sommes en train de construire une presque humaine. Et avec ça, ça commence la question de droit, tout ça. Ça cesse à être une machine et ça commence à être humaine. Et c'est qu'on imagine. Mais à mon avis, un robot, c'est une sorte de machine un peu plus élaborée que nos autres machines. Mais toutes les machines sont construites pour nous servir et pour être détruites si ça nous va. Une machine qui a des droits, c'est pas encore une machine. Quand tu nous dis que le robot est une créature presque humaine, est-ce que tu l'entends au sens où elle est presque humaine à nos yeux, ou nous pouvons-nous la reconnaître comme presque humaine, ou est-ce que c'est à ses propres yeux qu'elle pourrait s'imaginer comme humaine? Bon, je veux dire, il y a des gens qui ont des émotions pour leur automobile, qui sont comme les automobiles sont vivantes. Ils caressent la carrosserie, ils se font des soucis autour. On projette beaucoup de choses sur les machines. Et si un androïde arrive qui paraît comme un homme humain, la tentation de projeter, c'est plus grave que par exemple une machine dans la cuisine. Mais ça reste une machine. Et si on a... moi, j'ai programmé beaucoup des ordinateurs dans ma vie. Et en faisant comme ça, on perd cette illusion que l'ordinateur est une sorte de cerveau. C'est seulement une sorte d'horlogerie un peu compliquée. Xavier? Je pense qu'on est d'accord. La question me semblerait pertinente si on se dégageait effectivement de tout l'affect qu'on projette sur les robots et si l'on assistait de l'extérieur à certains types de comportements
intra-robots entre eux, s'il existait une communauté de robots, si par exemple il y avait un souci de l'autre, une volonté pour les robots d'une génération du souci du bien-être d'une génération future. Autrement dit, de voir des signes patents, non projetés, mais observés de l'extérieur, d'un comportement qui appellerait à une activité, qui dénoterait, pardon, une activité symbolique. Bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas, mais est-ce qu'on peut... Alors, effectivement, la question importante, c'est est-ce que ce sera un jour le cas, mais la question, elle a du sens, mais en même temps, elle est vaine pour l'instant. C'est vrai que le premier à avoir pensé les robots, c'est Descartes, à une époque où même un presse purée, ça n'existait pas, mais il s'est trompé dans ses observations. Elles sont brillantes, mais elles sont erronées. Elles sont brillantes expérimentalement, mais elles sont erronées. Mais on ne peut pas imaginer de se poser cette question aujourd'hui pour une intelligence artificielle qui serait différente de la nôtre et qui donc présenterait des comportements qui mériteraient de poser la question. Dans ce cas, il faut sauter le pas. Si on avait une intelligence robotique qui justifiait la question, il faudrait dire, est-ce qu'il peut exister une justice pour les robots? Pas un droit. C'est-à-dire qu'avant de légiférer un système qui va réglementer un comportement pour le bien d'une communauté, il faudrait se demander si les robots sont capables de justice, de bien ou de mal, si on pourrait assister à une souris d'ordinateur qui serait prêtresse d'un culte des souris d'ordinateur, c'est-à-dire si les robots seraient capables de facultés symboliques. Or, on en est loin. Or, ce que l'on projette et ce que l'on programme. Donc la question me semble pertinente, mais posée trop tôt. Oui, il me semble que nous sommes tous d'accord pour dire que la question ne se pose pas aujourd'hui, ne se posera pas de sitôt. Pour autant, il me semble que tu nous parles de choses très abstraites. Tu nous parles de justice. La justice est effectivement un concept abstrait et sur lequel il ne saurait y avoir véritablement d'anti-consensus. Tu nous parlais tout à l'heure d'altruisme, qui est quelque chose qui n'est pas très facile à mesurer. Robert Heinlein, par exemple, dans The Moon is the Arch Mistress, fait intervenir, reconnaît une personnalité à un robot ou à un ordinateur plutôt à partir du moment où il développe de l'humour, mais là encore c'est quelque chose de très abstrait, très difficile à définir. Il semble que les droits sont quelque chose de beaucoup plus concret.